Chevaux et Psycho, un podcast de l'Institut de formation en équithérapie. Saison 4, épisode 9. Le cheval en thérapie familiale systémique. Objet, média ou cothérapeute. Par Chantal Leroy, thérapeute en médiation animale. Donc, bonjour. Je sais que ça devient un peu tard aussi, donc j'avais réfléchi pour que ça soit quand même dynamique. Si je travaille avec le cheval, c'est parce que ça bouge, donc j'ai besoin de bouger. Et je vais expliquer un peu mon parcours. J'ai grandi en Amérique du Sud, au Chili, où j'ai fait 3 ans de médecine vétérinaire. Après, j'ai fait tout autre chose dans une ONG pour reprendre assez tardivement une formation d'éducateur spécialisé. Puis j'ai commencé à faire de l'hypothérapie dans un centre ou de l'équitation encadrée dans d'autres institutions. Puis j'ai voulu formaliser un peu de manière théorique. J'aurais pu faire une formation d'hypothérapie, disons, en Belgique, donc dans une des deux associations qui proposent la formation. J'ai choisi plutôt de faire une formation plus psychothérapeutique, donc une pratique relationnelle qui voit notamment l'analyse transactionnelle et l'ethnopsychiatrie. Et puis plus tard, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait donc thérapie familiale. J'ai maintenant le titre de thérapeute familial systémique et mon travail de fin d'études, dans les deux cas, parlait de l'approche avec le cheval. Donc, mais j'ai pensé que cette fois-ci présenter donc mon travail de fin d'études sur la systémique. J'ai un peu changé la question puisque devant mon jury, je devais convaincre des thérapeutes systémiciens qu'on pouvait travailler avec le cheval en thérapie familiale. Mais après, j'ai dit qu'ici, c'est tous des gens qui connaissent les chevaux et donc ça serait plus intéressant d'expliquer c'est quoi la systémique. Donc on va faire un zoom arrière et partir de l'idée de ce que c'est l'approche systémique pour aller vers la pratique de terrain. Donc je vais d'abord parler de l'approche systémique de manière générale, puis voir les relations homme-cheval sous la loupe de l'approche systémique. L'approche systémique en général, thérapie familiale, pense personne. Je vais expliquer ce qu'est la thérapie familiale systémique en quelques mots. Et puis, approcher la question du cheval cothérapeute. J'ose dire que le cheval est un cothérapeute, mais bien sûr, c'est dans un cadre théorique particulier qu'est la systémique. J'ai entendu beaucoup de questions d'évaluation, c'est qu'avant d'essayer d'évaluer, il est important de savoir dans quel cadre théorique on travaille en thérapie. Il y a différentes approches, il y a l'approche psychanalytique, l'approche humaniste contextuelle, cognitivo-comportementaliste, qui est souvent celle qu'on peut évaluer plus facilement. L'approche systémique, c'est surtout une démarche scientifique différente de ce dont on a l'habitude. Depuis des milliers d'années, quand les penseurs réfléchissent science, ils avaient 2 manières de le faire, soit de la manière plus cartésienne, donc on réfléchit cause-effet, ou une vision holistique plus générale où on voit la situation depuis loin, mais on regarde la relation entre les éléments et la relation entre les éléments et le tout. Alors à partir du XVIIIe siècle, c'est surtout la vision cartésienne qui s'est imposée, notamment en psychologie. Donc on a dans une réflexion linéaire, on cherche la cause. Et on a un effet et on cherche la cause, donc on isole les variables, ce qu'on voit beaucoup dans les grilles d'évaluation, tel symptôme, qu'on évalue. Le plus facile, c'est l'étude en laboratoire pour isoler les variables et isoler les différents stimuli. Alors, le début de la psychologie expérimentale, on peut le trouver notamment avec l'histoire de Hans le Malin, vous connaissez. Donc c'est le cheval dont le maître était sûr qu'il lui avait appris à compter et à lire. Donc le dresseur était convaincu. Il a toujours été convaincu, même après qu'on lui a prouvé le contraire. Il y a eu un groupe de scientifiques qui ont étudié
Ils ont vu que même quand on enlevait le dresseur, le cheval savait quand même répondre aux questions. Donc, ils ont dit peut-être il est intelligent. Et puis, un psychologue, Oscar Funks, a tout recommencé depuis le début, en utilisant justement l'approche cartésienne et en isolant chaque variable pour découvrir que quand on couvrait les yeux du cheval, il ne savait plus répondre. Et donc, il a vu que, en fait, la personne qui pose la question et le public, au moment où le cheval arrivait, donc il répondait en tapant, au moment où il arrivait à la bonne réponse, il savait détecter un micro-mouvement de soulagement et il savait qu'il était à la bonne réponse en voyant, mais tout à fait inconsciemment des personnes qui posaient la question. Alors maintenant, vers le XXe siècle, on a dû retourner à l'approche systémique puisqu'il y avait des phénomènes tellement globaux, tellement complexes que cela devenait impossible d'utiliser l'approche d'isolement des variables. On parle en général de celui qui a établi la théorie générale des systèmes, Ludwig von Bertalanffy. Alors, il a établi 4 principes principaux dans un système. Le tout est plus que la somme des parties. Nous sommes ici une somme de personnes. Et le tout, qui est le colloque, est plus que juste la somme d'entre nous. Un système est ouvert, donc il est influencé par l'extérieur. Si la sonnette, par exemple, la lame incendie sonne, nous, comme système, nous serons influencés. Et c'est impossible à éviter. Alors, l'équifinalité, c'est un grand mot compliqué, mais qui veut dire que deux systèmes, les mêmes systèmes, donc si nous étions les mêmes personnes, au même endroit, vont évoluer vers deux situations différentes. Donc ce que je dis, c'est que, en fait, un effet peut avoir plusieurs causes, et une cause plusieurs effets dans un système. Donc, on oublie un peu l'évaluation symptôme par symptôme. Et alors, un système à un mécanisme d'homéostasie, ça veut dire il essayera toujours de retourner à sa condition première malgré les effets qu'il a externes ou internes. Donc, ici, on a un colloque qui fonctionne comme colloque. Si quelqu'un se lève et trébuche, donc le colloque sera un peu mis en danger, mais plein de choses vont se passer pour que le colloque reste colloque. Quelqu'un va l'aider à se lever, l'animateur va intervenir. Tout ça seront des phénomènes d'homéostasie qui vont permettre à que le colloque reste colloque. Alors, l'approche systémique peut s'appliquer à tous les niveaux. J'ai sauté trop vite, c'est pas grave. Politique, des systèmes humains et la famille. Maintenant, on va passer aux relations homme-cheval sous la loupe des concepts systémiques. Alors, est-ce qu'un groupe homme-cheval est-il un système? Première question. Et la deuxième, les 5 axiomes de la communication, dont je vais vous expliquer ce qu'ils sont, s'appliquent-ils? Alors, là, nous avons un groupe homme-chevaux. Alors, est-ce que c'est un système? On examine ça sous les 4 principes que je viens de vous dire. Donc, le tout est-il plus que la somme de ces éléments? 4 chevaux et 4 personnes, mais là, c'est une balade. Donc, on peut mettre 4 chevaux, 4 personnes sans que ça soit une balade. Donc, dans ce cas-là, le tout est bien plus que la somme de ces éléments. Est-ce que c'est un système ouvert? Qu'un chien arrive, on saura tout de suite que le système sera influencé en aboyant, bien fait. Alors, équifinalité, est-ce qu'une cause peut avoir différents effets? Si le chien arrive, donc une cause va arriver, les chevaux vont faire un écart, un cavalier va tomber, et peut-être un autre cavalier a eu tellement peur qu'il décide de plus jamais monter de sa vie. Donc, ça peut, la même cause, avoir différents effets. Est-ce qu'un effet peut avoir différentes causes? La raison que le cavalier est tombé peut être que la sangle est mal attachée, que le cheval n'était pas bien ce jour-là, donc il n'y a pas que le chien. Donc ça s'applique. Alors l'homéostasie, c'est une balade. Si après que le chien soit arrivé, la chute et tout le monde remonte en selle, on arrange les choses et ça continue à être une balade, il y a eu un phénomène d'homéostasie. Alors les 5 axiomes de la communication,
Ce sont les premiers penseurs de la systémique dans la communication humaine, dont Václavic est un livre très connu en systémique, c'est une théorie de la communication. J'ai pris les 5 axiomes et j'ai vu si ça pouvait s'appliquer avec le cheval et les hommes. Donc il est impossible de ne pas communiquer. Alors ça veut dire que même si par exemple j'ai oublié le licol dans le champ. Je vais chercher le licol. Mon intention n'est pas du tout de communiquer avec les chevaux. Je vais chercher mon licol. Pourtant, quand je vais aller chercher le licol, je vais dire aux chevaux plein de choses. Je viens pas te sceller, tu vas avoir la paix. Et donc, c'est impossible que je communique pas. La même chose, les chevaux sont là, je sais qu'ils sont là, et ce que je vais faire, la manière dont je vais me positionner, va avoir avec les chevaux. Václavic, il utilise des exemples rien qu'humains. Donc, par exemple, quelqu'un dans l'avion qui est assis à côté de quelqu'un d'autre, qui veut parler, et l'autre ne veut pas parler. Et donc, mais il explique, bon, il communique quand même. Alors, plus compliqué, toute communication présente 2 aspects. Le contenu, la relation, tel que le second, donc la relation, englobe le premier, et par la suite une métacommunication. Donc une métacommunication, c'est une communication au sujet de la communication. Alors le contenu, c'est très spécifiquement humain. Quand je parle, je vous dis des choses. Donc ça, c'est le contenu. Mais il y a aussi la relation. On a une relation, c'est moi l'orateur, c'est vous qui écoutez, ça va, vous avez l'air un peu intéressé quand même. Et cette relation que nous avons aussi explique le contenu. L'un ne peut pas faire sans l'autre. Alors la nature d'une relation dépend de la ponctuation de la séquence des faits. Il m'a fallu 10 ans pour vraiment comprendre. Mais c'est pourtant assez simple. Donc, on part en balade, on retrouve la balade, le cheval, un tracteur s'approche. Il y a un cavalier, un cheval. À ce moment-là, il va avoir une suite de communication entre le cheval et le cavalier. La manière dont vont s'imbriquer les différentes communications, donc le cheval va lever un peu la tête, ouvrir les yeux, le cavalier serrer les jambes, confirmer qu'effectivement c'est peut-être dangereux un tracteur, le cheval va faire un écart, le cavalier resserrer les jambes, tirer, et vous voyez où ça en va, et c'est la manière dont les choses s'imbriquent qui vont créer une relation de peur. Et ça pourrait aller aussi dans l'autre sens si la communication, la séquence des éléments de communication s'imbrique de manière différente. En fait, on ne sait jamais quel stimuli a provoqué quelle réaction. On ne sait pas où ça commence. Alors, la communication humaine utilise 2 modes de communication, digital et analogique. Le plus clair pour ce principe, c'est en général les horloges. Donc l'horloge digitale, c'est celle qui dit l'heure. C'est écrit les chiffres. Et elle dit l'heure et rien que l'heure. Ça, c'est communication digitale. Analogique, c'est une horloge analogique, elle dit l'heure, mais elle dit aussi, par exemple, c'est midi quart. Quand on regarde l'horloge, on sait aussi que ça fait 1/4 d'heure que c'est passé, qu'il reste 3/4 d'heure. Et donc, il y a le lien entre les choses, c'est la communication analogique. Quand un cheval communique, c'est surtout de l'analogique. Il lève le pied un peu plus haut, très haut, ça veut dire coup de pied qui vient pas. Et la combinaison des différentes communications, est-ce qu'il baisse les oreilles en même temps, ou est-ce qu'il lève le pied pour chasser une mouche? Donc c'est la combinaison des différents modes de communication, des différents mouvements qui fait la communication chez le cheval, et c'est une communication analogique. Nous aussi, on utilise. La particularité de l'homme, c'est d'être en contradiction, quelquefois, avec les 2 communications. Alors, est-elle digitale réservée aux humains? C'est tout le questionnement. Est-ce que quand le cheval frappe dans la porte, est-ce que c'est pas un mot? Je veux manger. Alors, ce qu'on peut dire, donc, le cheval expert de la communication analogique et l'homme expert de la communication digitale. Tout le lien vers les enfants qui ont des difficultés de relation et qui peut probablement, on l'a revu dans plusieurs exposés, donc le cheval communique différemment, ça correspond mieux à la communication d'enfants, donc notamment autistes.
Donc, dernier axe, toute relation est soit symétrique, soit complémentaire, ça c'est facile. C'est les relations, donc égalité versus complémentarité, position haute, position basse. Donc ici, je suis plutôt dans une position haute, c'est moi qui sais, c'est moi qui vous explique. Mais il y a aussi la relation mère-enfant, médecin, malade, professeur, étudiant. Et c'est un contexte culturel où il y a une relation haute et une relation basse. Alors, la relation symétrique, c'est une relation d'égalité, par exemple entre collègues, entre couples, camarades de classe. Alors, il y a un concept, on peut voir déjà le concept de ce qui est plutôt bien et ce qui est plutôt mal. Donc, plutôt bien, c'est quand soit complémentaires, soit symétriques ne sont pas rigides. Il y a toujours des possibilités où ça change par moment ou avec le temps. Donc, l'enfant est sous l'autorité des parents, donc il est en position basse, mais il y a des moments par le jeu ou avec les parents, ça peut s'inverser. Mais ça peut aussi se faire avec le cheval. On n'a pas toujours une position autre de chef avec le cheval. L'écothérapeute aussi, quelquefois, il y en a un qui décide, l'autre qui fait, toi va chercher le licol là-bas, et tiens, puis ça change, est-ce que tu mettrais pas toi l'enfant? Et donc, ce qui est pathologique, c'est quand c'est toujours la même chose. Par exemple, quand il y a une égalité qui est jamais décidée, une escalade symétrique, une bonne bagarre, une bonne dispute, et vous voyez ce que c'est. Mais si c'est tout le temps, on est tout le temps en train d'être en conflit, ça devient pathologique. Ou quand il y a une relation haute, vraiment figée, il y en a un qui est celui qui sait tout et l'autre n'existe plus. Alors, la thérapie familiale systémique. Donc l'origine, Grégory Bateson, l'école de Palo Alto, Virginia Satir, Moniel Caïm, qui est un grand psychiatre. Comme c'est complexe, comme c'est l'étude de la complexité, l'approche systémique, eh ben, vous allez trouver plein d'approches qui sont complexes, l'un induit l'autre. Alors ici, c'est quand même important. Donc voilà, quand on est thérapeute et qu'on va aider un enfant, il se pourrait qu'on mette en danger l'équilibre familial. Donc, la famille va mettre en place, sans le faire exprès, un mécanisme homéostasique qui va garder le patient malade. Et donc, le rôle du thérapeute familial, à ce moment-là, c'est une modification de l'équilibre familial qui va permettre que le symptôme disparaisse totalement. Ça peut être dans la thérapie familiale très utilisée dans les cas d'anorexie, ou diminuer la gravité, parce que quand c'est un handicap, il est toujours là, mais il peut avoir une gravité symbolique moindre. Donc, le postulat de base, c'est que la famille ou l'institution, parce qu'on peut avoir une intervention en institution, essaye de trouver des solutions, mais les solutions font partie des problèmes et renforcent ce qui ne va pas. Alors, comment thérapeute familial va faire? Il va réfléchir et découvrir, tout en interagissant, parce que c'est en interagissant que ça apparaît, les mythes et les règles explicites et implicites du système familial ou du système institutionnel. Et son action visera à ouvrir le champ des possibles, donc à permettre d'autres manières de fonctionner dans la famille ou dans l'institution. Du nouveau, introduire de la complexité et revisiter les mythes fondateurs. Donc on construit le système thérapeutique, il y a le système familial, il y a l'endroit où se rencontrent les thérapeutes, le système d'écothérapeute qui peut être une équipe institutionnelle. Ça ne doit pas être quelqu'un qui a le titre de thérapeute. Alors l'avantage d'intervenir en cothérapie, la famille va essayer d'obtenir que les thérapeutes agissent de la même manière qu'elle. Si la famille dit « Oh, mon enfant est très handicapé », il va essayer que l'équipe dise « Oui, il est très, très handicapé ». On va essayer de ne pas rentrer là-dedans. Quand on est plusieurs, c'est plus facile. Pendant qu'il y en a un qui interagit, l'autre peut réfléchir et imaginer des choses à faire. Et la manière dont interagissent les thérapeutes propose à la famille un autre modèle que la famille pourrait adopter.
Maintenant, il y a des conditions indispensables pour avoir un cothérapeute. Donc, c'est avoir confiance en mon cothérapeute. Donc, une ambiance de travail est quand même fort importante. Savoir que mon cothérapeute a confiance en moi. Savoir qu'il sait que j'ai confiance en lui. Et qu'il sache que je sais, qu'il sait que j'ai confiance en lui. Donc, il faut vraiment une relation. C'est très important, la relation entre le thérapeute et son cothérapeute. On va donc en venir au cheval. Donc ça, j'aime pas vous raconter tout un processus thérapeutique, mais un instant, donc qui s'est passé en piste avec un jeune garçon d'une dizaine d'années, qui était, en Belgique on dit caractériel, donc très difficile partout, tout le temps, avec tout le monde, et qui, à l'institution, il était placé en institution aide à la jeunesse, c'est comment ici, aide à l'enfance. Et donc, il n'avait pas un problème de handicap, mais dans l'institution, il y avait des gros problèmes en groupe. Alors un jour, j'ai dit, on va faire, ça s'appelle une actualisation. J'ai pris les cônes, je suppose que pas mal connaissent les petits cônes rouges, verts, jaunes. Et je lui ai demandé de représenter sa famille, ses amis et les intervenants. Alors, je faisais de l'hypothérapie, bien sûr. Je suis rentrée en piste avec Dylan. L'habitude qu'il avait, c'est de prendre un cheval. Il choisissait, je le laissais choisir. Il prenait le poney ou le cheval, il rentrait, il le lâchait. Et puis après, nous faisions des tas de choses. Et le cheval participait, je ne l'obligeais pas à faire des choses avec le cheval. Alors, il n'était pas très preneur. Il lançait du sable. Je lui ai demandé de mettre les cônes, il ne voulait pas. Je lui ai proposé, je lui ai dit, est-ce que là ça va, est-ce que là ça va pas? Et donc il participa beaucoup, moi je commençais à m'énerver, le cheval était dans le coin, il avait choisi à ce moment-là un franc-comtois, donc la masse, et je savais pas trop quoi, puis à un moment donné, je demande si je peux représenter son petit frère qui venait de naître, avec cette particularité que lui était en institution et que son petit frère était avec sa maman, qu'il ne voyait pas depuis longtemps. Donc, la seule chose qu'il a fait, c'est se lever, venir donner un coup de pied dans la représentation du petit frère. J'ai soufflé un coup, je me suis dit, on fait quoi maintenant? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lascar, qui était dans un coin, soudain a démarré au galop, est passé à travers tous les cônes, il a joué aux quilles. Alors là, j'étais encore plus souffle. J'ai dit, bon, on continue, et je dis à Dylan, on va tout remettre en place maintenant. Et il est venu lui-même, il a tout remis en place, mais il a changé des choses. Il a été chercher son petit frère, et donc la représentation, et il est venu la remettre dans la famille. Et il a un peu changé aussi la position de ses grands-parents, de ses parents. Et donc, voilà, là... Donc ceci est passé à travers les cônes au plein galop. Et il y a eu une modification dans la visualisation qu'avait Dylan de sa famille. Non, thérapie familiale, c'est un petit peu à la fois. Les choses changent et c'est toujours comme on change un équilibre, on essaye un truc, on regarde, on réfléchit dans la théorie et on adapte. Alors, dans ce cas-ci, le cheval ne fait pas partie, il n'est pas cothérapeute, mais j'ai aidé à un stage d'une collègue qui fait donc de la thérapie avec l'hypothérapie avec des personnes malentendantes et ou aveugles. Et donc, j'ai imaginé cet exercice suite à un constat qu'on entend très souvent. Sûrement, tel ou tel autre patient est vraiment différent quand il vient ici. Elle devait être ici, elle ne savait pas que j'allais mettre ça. Mais je vais lui envoyer. Donc, je suis intervenue dans le système institution et centre d'hypothérapie. J'ai demandé de mettre les 4 barres, ça représentait l'institution. Les chaises au centre aussi, donc présenter l'institution. Les éducateurs et ma collègue, on a tous amené les personnes au centre, assises, parce que c'était des handicaps assez avancés. On a représenté dans les coins de la piste les différents endroits où ils sortent
en activité de l'institution. Et la consigne était de sortir de l'institution et le cheval faisait office un peu de camionnette. Donc soit à pied, soit de monter ensemble avec son éducateur, d'aller à l'endroit de leur choix et de revenir. Et puis j'ai observé ce qui se passait. Donc l'idée c'était avec imagination. Peu à peu, Bayou et les chiens se sont invités dans l'institution. Et nous avons vraiment beaucoup échangé à ceci. Le cheval a d'abord mis un pied, ils n'étaient pas supposés, puis l'autre pied, puis les chiens sont arrivés, et puis j'ai laissé tout le monde réfléchir sur ça, on a rigolé, est-ce que les chevaux pourraient aller à l'institution une fois, les mettre dans le van, c'était peut-être une possibilité. Donc voilà, je termine en disant le cheval, je pense qu'il est cothérapeute dans le cadre systémique, parce que avec les humains, il constitue un système. Il agit et il est agi sur le système, comme on a vu avec Lascar. Il a décidé tout seul. Moi, j'avais pratiquement oublié qu'il y avait un cheval. Le système d'écothérapeute, donc le cheval et le thérapeute, est en interaction avec la famille et constitue le système thérapeutique. Et il y a un climat de confiance mutuelle. Je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait avec Dylan si j'avais pas eu confiance dans Lascar, je pouvais même pas m'occuper de lui. J'ai pu le voir passer au galop à travers les cônes. Je savais que le cheval savait ce qu'il faisait. Enfin, il savait. Je lui faisais confiance. Et donc, je termine ici. Mon premier cheval, moi j'ai passé l'adolescence, comme Mélanie a dit, j'ai survécu grâce à elle.